Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une vidéo que j'ai intitulée «La France a doublé la Russie», mais j'aurais également pu l'appeler «Super France» ou «La France, nouveau pouvoir des décennies à venir». Alors j'ai en grande partie été inspiré par des vidéos de youtubeurs anglophones qui parle de la France. Je vais vous dire ça après, dans l'introduction. Mais ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que, je dis souvent du mal de la France, de son gouvernement, de Jupiter, mais en réalité, Macron est un très bon VRP, un très bon marchand, puisque la France vient de doubler la Russie en tant que le second marchand d'armes au monde et Macron, a participé à cela. Donc c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui et avec le potentiel de la France qui reste, assez, important et restez jusqu'au bout parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors je rentre dans, l'introduction. Effectivement, je me suis inspiré de 2 vidéos, faites par des youtubeurs anglophones, américains, il me semble, hein, La première, c'est The Military Show, je mettrai les liens pour ceux que ça intéresse en descriptif, qui présente en fait la France comme le second marchand d'armes au monde, après les États-Unis bien sûr. Alors je vais faire beaucoup de graphiques et donc je vous conseille, de regarder aussi cette vidéo. La seconde vidéo est faite par un autre youtubeur, qui, a appelé sa vidéo «Why France will win the 2030s». En fait, lui explique pourquoi la France a le potentiel de devenir la puissance numéro un européenne, notamment grâce à notre nucléaire. Et ensuite, je vais aussi vous parler d'un autre personnage, qui lui est plutôt actif sur X, qui est un Français du coup, qui s'appelle Fabien, Bouglet, que je vous invite à suivre, parce qu'il est devenu malgré lui un spécialiste des énergies et notamment des énergies, renouvelables, qui est une vaste fumisterie, comme il l'explique bien. Et Fabien, c'est intéressant parce que Fabien Bouglet, à la base, lui, c'est un spécialiste de l'art, hein. Il a une société qui s'appelle Saint-Éloi, qui est une, c'est pas un commissaire-priseur, mais presque, il aide les gens à gérer leur patrimoine artistique de haute valeur, hein. J'entends un tableau et cetera et cetera. Et la petite histoire, si je me souviens de ce que, Pierre-Yves Rougeron m'avait dit lors de notre entretien, puisqu'il, c'est un peu lui qui l'a poussé quelque part. On a construit une éolienne à côté de son jardin, de sa maison, et depuis, il a pris ça en grippe et il est en croisade contre ces fausses bonnes solutions qui sont les énergies renouvelables. C'est pas que mauvais. Moi, j'ai moi-même des panneaux solaires, et cetera. C'est utile, mais ça ne remplace pas du nucléaire en France, par exemple. Donc voilà un petit peu, ce qui a inspiré en partie cette vidéo et maintenant on va rentrer dans la partie, heu, historique de la vidéo et je vais avoir pas mal de graphiques donc restez, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo. Alors le premier graphique que je vous montre ici, c'est, je me pousse un petit peu, vous puissiez bien voir, voilà. C'est, les 5 premières puissances mondiales, de vente d'armes, hein, les 5 premiers exportateurs de vente d'armes. Alors bien évidemment, les États-Unis sont largement, mais largement en tête, hein, ça dépasse tout le monde. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, hein, ils ont 41, ouais, presque 42 du marché, des ventes d'armes. Et en seconde place vient la France et on vient juste de dépasser la Russie. Je rentrerai un petit peu dans les détails du comment, du pourquoi, mais voilà, nous sommes à 11 et les Russes à 10,5 et c'est notamment grâce à nos armes, emblématiques telles que le Rafale, le sous-marin, et cetera et cetera. Donc après la France, la Russie qui reste un grand exportateur d'armes et en quatrième position, vous avez la Chine, mais vous voyez, c'est beaucoup moindre, c'est 5,2 et ensuite l'Allemagne à 4,2.
Vous constatez ici que bon, les États-Unis est le plus grand marchand d'armes au monde, mais ça on s'en doutait. Mais voilà, la France a dépassé la Russie, pour des raisons qu'on va étudier dans la partie politique, qui sont bien sûr liées entre partie à la guerre en Ukraine, mais pas que. Ensuite, là, j'ai un petit, graphique qui, montre la progression, France versus Russie depuis 2014. Donc la Russie est en rouge, la France est en bleu. Donc vous voyez, en 2014, la Russie était largement, en tête et puis petit à petit, ça s'est resserré et à partir des années 2020, donc ça, de 2020 à 2023, c'est la période Covid, hein, et 2022, c'est le début de la guerre en Ukraine, de la dite opération spéciale et là, vous remarquez un basculement. Alors l'année 2022 pour la France a été assez extraordinaire, c'est pour ça qu'il y a un pic, puisque en 2022, on a exporté pour 27 milliards d'euros de Rafale, donc 80 Rafales aux Émirats arabes, donc voilà quoi, ça effectivement, c'est pour ça qu'il y a un pic. Mais après ça reste et 2024 je l'ai pas mis parce que j'avais pas les chiffres pour la Russie, mais c'est à peu près, c'est un petit peu remonté d'ailleurs. Voilà, donc en fait, en gros, la France, vend des Rafales, ce qui est, une très bonne chose, hein, c'est quand même, le fleuron un petit peu de notre industrie, militaire. Alors le Rafale, pour que vous compreniez, on en a vendu pas mal, et on en vend encore beaucoup et en plus, il y a des promesses d'achat en cours, hein. Donc notre premier client, c'est l'Égypte. Ça, c'est peut-être pas extrêmement connu, mais l'Égypte, avant, achetait russe. Aujourd'hui, ils achètent français. Donc l'Égypte, c'est 54 Rafales. Ensuite, en deuxième position, nous avons le Qatar avec 36 Rafales. Et ensuite, l'Inde, 36 Rafales également. Et l'Inde va peut-être en racheter. L'Inde est devenue un de nos plus gros clients. C'est très intéressant. Ensuite, la Grèce, 24. La Croatie, 12. D'occasion, hein, mais quand même. Les Émirats arabes unis, 80. L'Indonésie, 42. Donc notre plus gros client c'est les Émirats arabes unis. Mais après l'Indonésie, et l'Égypte, c'est des chiffres qui sont importants, hein, un Rafale, c'est pas anodin comme investissement, d'accord? Donc voilà un petit peu pour la partie un petit peu historique de nos ventes d'armes qui progressent, de manière assez intéressante. Alors maintenant, dans la partie philosophique, on va essayer de comprendre comment la France quelle est la philosophie de la France, dans ce paradigme, mondial qui est de positionner la France comme une troisième voie, hein, entre les armes américaines, russes et chinoises, hein. Je mets les Russes et les Chinois dans le même panier, même si c'est différent, bien évidemment. Alors la première chose que je vais vous expliquer, entre guillemets, c'est, la complexité de ces technologies que très peu de pays possèdent. Une bicyclette, hein, vous voyez tout à fait à gauche, c'est 20 à 25 pièces, hein. Ça coûte, allez, je mets 200 €, hein, mais bon voilà. Ensuite, une moto, c'est entre 200 et 250 pièces, hein, voilà, on va dire un prix moyen, 8 000 €. Ensuite, un char Leclerc, c'est 15 000 pièces. Alors ça commence à faire un peu plus, hein. Et un char Leclerc, on en a pas mal vendu aussi, c'est 8 millions d'euros. Une voiture, moyenne gamme, hein, c'est à peu près 30 000 pièces, donc ça commence à devenir complexe, hein. Tous les pays au monde ne construisent pas de voitures, hein, c'est quand même relativement faisable, mais ça reste complexe. À prix moyen, on va dire à 20 à 25 000 euros. Ensuite, vous avez un avion de chasse. C'est entre 50 000 et 100 000 pièces, d'accord? Suivant les options, et cetera, et cetera. Et un avion de chasse, ça coûte, quelques millions, centaines de millions d'euros en moyenne, hein. Ça va dépendre aussi de quel avion de chasse on parle, hein. Et ensuite, vous avez un porte-avions nucléaire. Et là, il y a que les États-Unis et la France qui en construisent, hein. C'est entre 1 et 3 millions de pièces, hein, et le prix va varier entre 5 à 12 milliards. 12 milliards, c'est pour les super classes américaines. Le Charles de Gaulle, lui, doit être, je pense, aux alentours de 6 7 milliards peut-être.
Et ensuite, un avion de ligne. Un avion de ligne est plus complexe qu'un avion de chasse. Il a, enfin, plus complexe. Il a plus de pièces. C'est entre 3 et 4 millions de pièces. Et le prix va varier entre 300, entre 100 et 400 millions d'euros. Et c'est pareil, les avions de chasse, il y a que quelques pays qui en produisent aujourd'hui. La Chine en produit, des avions de ligne, je veux dire. La Chine en produit aujourd'hui des moyens courriers, mais c'est une, entre guillemets, une licence Airbus à la base, hein. Donc en fait, en gros, il y a que les États-Unis et la France qui produisent des avions de ligne, et la France, avec Airbus, dépasse Boeing maintenant. Donc, vous voyez, on est quand même très, très bon dans beaucoup de domaines. C'est juste qu'on ne le dit pas assez, on se sous-estime beaucoup. Là, je vous montre un autre graphique qui est une comparaison encore avec la Russie et la France. Donc la Russie toujours en orange, rouge, la France en bleu. Les avions civils. Vous voyez que la France, mais en fabrique largement plus que les Russes. Alors pareil, à cause du conflit, à cause du boycott, etc., les Russes ont relancé leur propre industrie aéronautique, hein. Les hélicoptères, pareil, la France en produit énormément et en vend énormément, notamment en Chine, des hélicoptères civils. Les automobiles, bon, bah, c'est pareil, mais là, les Russes vont progresser une fois plus à cause des sanctions. Le ferroviaire, c'est-à-dire les trains, les TGV, les trains à grande vitesse, etc., la France est dans les top 5 du monde. Mais pas que, on vend aussi beaucoup d'autres machines, du savoir-faire, de l'engineering. Vous voyez, c'est énorme. Et navires civils, là, les Russes sont pas mauvais, hein, ils sont un petit peu devant nous d'ailleurs. Voilà un petit peu pour resituer tout ça. Vous voyez, la France a beaucoup de cartes dans ses mains, et nous sommes vraiment pas du tout mauvais. Et là, je vais vous parler un petit peu maintenant, si vous voulez, je vais faire une petite parenthèse, dans cette partie sur l'intelligence artificielle, puisque, vous avez entendu parler, il y a pas très, longtemps, d'un acteur, qui s'appelle DeepSeek, qui est un acteur, chinois qui, voilà, je vous mets leur petit logo ici, voilà, parce que c'est mignon. Donc, en intelligence artificielle, les Chinois viennent de surpasser les Américains, et ce qui a fait que la bourse américaine s'est écroulée, hein, parce que la Chine est également sous embargo de puces électroniques Nvidia qui viennent de Taïwan, et malgré cela, les Américains ont réussi à créer un modèle de langage, ce qu'on appelle un large LLM, un large language model, plus performant que ChatGPT 4, et ça, c'est quelque chose qui bouscule le monde entier. Je vais pas rentrer dans trop de détails, mais en fait, en gros, ils auraient, fabriqué un modèle, beh, beaucoup moins cher que les Américains, je vous donnerai des chiffres après, avec des puces de vieille technologie, d'ancienne technologie, parce qu'ils auraient optimisé leur code. En fait, les sanctions, ça rend malin, voilà, aussi bien les Russes que les Chinois, et c'est pour ça que je réclame des sanctions pour la France, afin de nous réveiller. Toujours est-il que vous voyez, ici, c'est en US dollars, c'est, le coût d'entraînement, d'accord? Heu, GPT-4, on estime, mais bon, c'est des chiffres, estimés parce que personne ne le dit réellement, mais on va entre 100 et 200 millions de dollars. Donc 150, on va dire, d'accord? Vous avez ensuite Mistral, l'intelligence artificielle française, pareil, qui est pas mauvaise du tout, hein. Elle est quand même très intéressante, et elle est très utile pour la France, et on est un des rares pays également à investir dans l'intelligence artificielle. Donc on estime, Mistral à peu près 50 millions de dollars, et ensuite vous avez DeepSeek modèle R1, mais ou V3 R1. Bon, les Chinois annoncent 6 millions, moi je vais dire à 10 millions avec les choses. Enfin, vous voyez la comparaison. Et donc, entraînement, c'est aussi coût électrique, hein. Et là, je fais une petite parenthèse parce que nous, avec notre nucléaire, nous devrions avoir le coût électrique le plus bas au monde, ce qui est pas le cas, ce qui est très dommage, mais on pourrait entraîner des modèles avec, notre électricité. Donc ça, c'est le coût, d'entraînement. C'est quand même intéressant de voir cela. Et maintenant, je vais vous mettre le coût d'usage, en quelque sorte, de ces modèles de langage, hein. Alors, vous avez le input token, output token. Alors, ça veut dire quoi?
L'entrée, donc input, c'est l'entrée, c'est quand lorsque vous tapez une phrase, vous posez une question au modèle et le output, c'est la sortie, c'est sa réponse, bien évidemment. Alors pareil, ici, on est en, millions de dollars tokens, enfin en millions de tokens des dollars. Ça vous donne surtout une idée des différences, d'accord? DeepSeek, vous voyez, bon, bien sûr, la réponse est toujours plus coûteuse, hein, parce que analyser une question, c'est quand même plus simple. La réponse, il faut aller chercher dans le modèle, et cetera. Donc, vous voyez, c'est entre 2 $, hein, entre allez, 50 centimes et 2 $, la requête, hein, la requête. GPT-4, vous voyez que ça commence à vraiment être, beaucoup plus important et notamment la sortie. Donc GPT-4, c'est à environ, 10, allez, 12-15 $, la requête, hein, je redis. Et Mistral, vous voyez, on est quand même plus économique, mais par rapport au modèle chinois, on est moins optimisé, mais on est moins dispendieux que ChatGPT 4. Et donc, en gros, ça, c'est le coût, parce qu'il y a un coût d'entraînement, mais après, il y a aussi un coût d'usage, hein. Bien sûr, on va le voir que ChatGPT 4 gagne beaucoup d'argent, mais ça coûte de l'argent, tout cela, d'accord? Et là, on est dans les coûts annuels, d'accord? Donc en fait, ChatGPT 4 est valorisé à environ, c'est toujours pareil, hein, ça fluctue, mais on va dire à environ, 157 milliards en bourse, hein. Donc vous voyez, c'est énorme et ça risque d'aller à 300 rapidement et le coût annuel, pareil, c'est quand même des estimations, hein, le coût annuel d'usage à ce stade aujourd'hui est de 300 millions de dollars. Alors bien sûr, plus il y aura d'usagers, plus ça va augmenter. Mais vous voyez la différence, là le diagramme est quand même, presque ridicule parce que, en fait, c'est hyper rentable. C'est hyper rentable en fait, ChatGPT, OpenAI, gagne énormément d'argent, énormément d'argent. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir et ils ont, je crois, 300 millions d'usagers mois, quelque chose comme ça. Donc, voilà et là, je vais quand même, refaire une petite aparté sur, ce que, souvent, hem, nous dit Laurent Alexandre sur l'intelligence artificielle. Alors Laurent Alexandre ne dit pas que des bêtises, hein, mais par contre, il a tendance, à mon avis, à être un petit peu trop positif. Une intelligence artificielle, c'est un anglicisme. Intelligence, en anglais, ça veut dire information, hein. Intel, c'est de l'information. Donc en fait, il a tendance à confondre intelligence à la française et à l'anglaise, et ensuite à confondre connaissance, d'accord? Et intelligence. Un modèle de langage a énormément de connaissances, puisqu'il a été entraîné sur des milliards de données, d'accord? Sur le web entier et qui aujourd'hui est la culture globale du monde. Mais il y a aucune intelligence, c'est du copier-coller ensuite, d'accord? Et ensuite, il est entraîné à répondre dans certains cas. La magie, si elle existe, c'est effectivement la magie, du deep learning et ensuite d'une modèle de neurones qui arrive à ajuster des réponses. Mais une intelligence artificielle n'a aucun caractère, d'accord? Elle n'a aucune conscience, aucun caractère. Elle est entraînée. C'est pour ça que, par exemple, si vous faites des expériences entre DeepSeek et ChatGPT, vous aurez des différences parce que c'est l'entraînement qui, fait que c'est différent. ChatGPT, allez voir ma vidéo et woke un peu moins maintenant, mais par contre, bien évidemment, la l'intelligence artificielle, des Chinois, n'est pas du tout woke. Alors voilà un petit peu pour terminer sur cela. Je vais refaire un petit chart sur les revenus de ChatGPT 4. Vous voyez, en 2029, ils estiment enfin, c'est une estimation, hein, mais qu'ils vont exploser dans des revenus jusqu'au milliard, hein, d'accord? Donc bon, voilà, ça reste à voir, mais retenez que, l'intelligence artificielle est extrêmement rentable. Donc c'est pour ça que la France doit à fond y aller et là, Laurent Alexandre a raison, on a pris du retard. Ça, on le verra un petit peu à la conclusion, mais avec notre nucléaire, on devrait avoir une des électricités les moins chères au monde pour entraîner des modèles. C'est ça qui est un peu dommage. Alors maintenant, je rentre dans la partie politique. Et on va voir qu'on décline un petit peu. Alors déjà, ce que j'aimerais dire et rappeler, c'est que la France
certes, vend beaucoup d'armes, a dépassé les Russes. Alors je prends l'exemple des armes, mais il y a le train civil, les avions civils, enfin il y a beaucoup de le luxe bien sûr, il y a énormément de domaines, dans lesquels on excelle. Mais ça, c'est une nouveauté, ça vient d'arriver, donc c'est comme ça, c'est quand même intéressant. Mais par contre, on a des pays, avec lesquels on ne travaille pas et qui sont des chasses gardées des Russes. La Chine, bien sûr, qui nous achète des avions et des hélicoptères civils, mais pas d'armement. L'Algérie, qui est toujours client des Russes, même si la Chine et l'Algérie ont diminué leurs achats vis-à-vis des Russes, mais on devrait pouvoir vendre des armes, aux Algériens, c'est quand même pas normal. Le Vietnam, est aussi un client historique des Russes à 5. La Chine, c'est 8. L'Algérie, c'est 7. Le Vietnam, c'est 5. Et l'Irak, par exemple, 3. Mais tout cela est en baisse. Et je vais l'expliquer pourquoi. Alors, la première raison des baisses des ventes d'armes des Russes, c'est, bien sûr que, la guerre en Ukraine a provoqué une certaine crainte, et aussi le fait que les Russes, consomment leurs propres armes, d'accord? Et qu'ils peuvent moins répondre à la demande, mais par exemple pour l'Inde, l'Inde se dit, «Il faut peut-être pas acheter trop d'armes russes», ni américaines d'ailleurs, et donc on va choisir la troisième voie qui est la française, et beaucoup de pays ont fait cette démarche, parce que la France offre une alternative qui n'est pas polarisée ou clivante, hein. Alors, autre phénomène, c'est que des pays comme l'Algérie ont moins d'argent, donc ils achètent moins d'armes, hein, mais le fait est qu'il y a aussi la pression américaine. Pourquoi la Pologne, l'Allemagne, la Suisse n'achètent pas des Rafales? Parce qu'ils sont tenus d'acheter des F-35 américains, qui est un très mauvais avion, au passage, qui coûte extrêmement cher et surtout qui n'est pas du tout, enfin ça ne vous rend pas autonome. Les Américains peuvent certainement le verrouiller à distance et puis vous décollez pas, hein, ou vous pouvez pas tirer de munitions, etc., etc. Donc vous voyez, le contexte géopolitique fait que les Russes vendent de moins en moins d'armes, et des pays comme l'Égypte, des pays comme l'Inde, ou l'Indonésie se retournent naturellement vers qui? Bah, vers la France, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Alors il y a la Suède avec, Saab, et le Viggen, qui est un bon petit avion de chasse, hein, cela dit, mais il n'est pas aussi polyvalent que le Rafale. Donc en fait, où acheter des avions de chasse? Eh bien en France. Où acheter des tanks? Eh bien en France. Où acheter des sous-marins? Eh bien en France. Et les Australiens commencent à comprendre l'entubage, dans lequel ils se sont mis avec les Américains, qui vont pas du tout leur céder de technologie. Les Américains considèrent les Australiens comme une base américaine, basta. Donc si les Australiens veulent être autonomes, achetez français. Donc voilà un petit peu dans ce contexte un petit peu géopolitique qui est quand même assez intéressant. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres, avant ça, je vais vous parler, du Charles Leclerc, parce qu'il n'est pas très connu. Enfin, il est connu, parce que je veux dire, mais on ne sait pas tellement qu'on le vend. Effectivement, le Charles Leclerc, après je vous donnerai les chiffres, sur le Rafale, mais le Charles Leclerc, donc le MK2 que vous voyez ici, l'Inde est très intéressée pour le coproduire. C'est-à-dire, en fait, on va faire le Dacia du Charles Leclerc avec l'Inde et on pourra le vendre à d'autres pays en coproduction. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et ensuite, la guerre du Yémen. Vous savez, cette guerre, qu'il y a entre le Yémen, qui sont des musulmans, j'ai un trou de mémoire, des musulmans, comme les Iraniens. Bon, ça me reviendra. En tout cas, ils sont avec, l'Iran, c'est des chiites, voilà, et ils sont en guerre avec l'Arabie Saoudite, pardon, avec les Émirats arabes unis. Et donc les Émirats arabes unis ont déployé des chars Leclerc, ainsi que des Abrams. Le char Leclerc n'a subi aucune perte, les chars Abrams ont subi des pertes, et ça, c'est génial pour la France. Vous rendez compte? Alors, c'est pas forcément une supériorité technologique, c'est que les premiers chars à être engagés étaient les Abrams, que les soldats des Émirats arabes unis ont un peu merdé, et cetera. Et là, ils font un peu plus attention, mais le fait est que le char Leclerc au Yémen n'a subi aucune perte. Voilà des images tirées de télévision, j'imagine, des Émirats arabes unis, où on voit le char Leclerc en action de guerre, et ça, c'est très, très bon, pour la France. Ça veut dire acheter nos chars, ils sont invincibles. Bon, c'est un peu pipeau, et c'est bien pour ça aussi qu'on fait très attention en Ukraine, qu'on n'envoie pas de chars Leclerc, des choses comme ça, parce que, le fait que des chars Abrams soient détruits par des petits drones est une très mauvaise publicité au niveau international, hein, on peut facilement le comprendre. Bon voilà, je termine un petit peu
cette partie sur, le char Leclerc, hein, et je vais vous refaire quelques points. Alors, je reprends. L'Inde, en termes de clients, hein, l'Inde, achète des avions Rafale. On en a vendu 36 et l'Inde a également vendu des sous-marins de la classe, Scorpène. C'est ce que vous voyez là, derrière moi, d'accord? Et ça, c'est des grosses ventes, hein. Les Émirats arabes unis, on l'a vu, avions Rafale et également des frégates, des chars Leclerc, frégates de la classe Lafayette. L'Égypte, donc des avions de Rafale, effectivement, également des frégates, le Qatar des avions Rafale et également des sous-marins, pareil de la classe Scorpène. Euh, et il y a aussi d'autres pays, mais là je cite les plus grands, mais vous avez l'Indonésie, etc., etc. Maintenant, en pourparlers, et ça c'est intéressant, la Serbie a fait une intention d'achat de 12 Rafales. Les Serbes n'ont pas acheté des avions américains et encore moins russes parce que ils peuvent plus maintenant. Les Russes se sont un peu grillés avec la guerre enfin en tout cas ont mis du doute. La Bulgarie est également intéressée pour acheter des Rafales et la Roumanie également. Donc en fait, en gros, tous les pays, un peu ex de l'Est, voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant. Donc la France est réellement une alternative, une troisième voie, pour, tous ces clients, qui veulent, acquérir des armes qui ne soient pas marquées par l'impérialisme américain ou l'impérialisme russe et chinois à venir. Mais là, les Chinois sont un peu plus discrets, hein, à ce niveau-là. Ils sont moins vendeurs d'armes, même s'ils en ont ils commencent à avoir de très bonnes armes, ils restent quand même assez, un petit peu frileux sur ce passage-là. Alors maintenant je rentre dans la conclusion, de cette, vidéo. Alors, je vais vous montrer ici, un nouveau, heu diagramme, diagramme intéressant qui, je me pousse un petit peu, vous voyez, en bleu, c'est les ventes d'armes, vous voyez? Donc ça reste quand même, pour la France, assez limité, hein, mais ça augmente et ça va augmenter dans le temps. Pourquoi? Bah, à cause de la conjoncture géopolitique. Alors vous voyez que l'aéronautique en orangé, vers le bas ici là, est un des plus importants, hein. Vous avez ensuite les véhicules, hein, mais c'est pas que les voitures, hein, ça peut inclure, d'autres véhicules. Le luxe en vert et reste encore un gros secteur d'exportation pour la France. Électrique, alors électrique, c'est par exemple, les sociétés, qui font, des boîtiers, des prises, comme Legrand par exemple. La pharmacie, on est quand même toujours très, très bon en pharmacie. Bien évidemment, l'alimentaire, mais vous voyez que l'alimentaire est devenu très petit et ça, c'est aussi inquiétant. Il est quasiment pareil que le pétrole. Alors pétrole minéraux, c'est le raffinage, les minéraux, c'est le traitement, hein. Bien sûr, nous, on n'est pas un pays producteur, hein. Le plastique, alors, ça va des lunettes à des objets et cetera et cetera, et la chimie qui est assez limitée par rapport au reste. Bon, vous voyez, l'aéronautique est quand même très en tête, hein, civil, et le militaire augmente. Donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant. La France est un acteur, c'est pas un petit acteur, c'est quand même un acteur le numéro 2 aujourd'hui des ventes d'armes, mais on est toujours leader dans plein de domaines, l'aéronautique, le luxe, le train, on n'est pas mauvais, le train métro, hein, par exemple, hein. Vous savez que la France construit des métros dans le monde entier, avec le savoir-faire de la RATP, par exemple. Dans la chimie, on est toujours très présent, et cetera, et par contre, on décline dans l'alimentaire. Ça, c'est assez particulier et assez triste. Alors maintenant, on va dire que on a beaucoup d'avantages, on a un savoir-faire, mais on est quand même sur la voie, sur la pente glissante et ça, on va se rendre compte avec un diagramme très simple, très intéressant. C'est le nombre d'ingénieurs sortis par école. Alors, les Russes sont mais largement en tête, avec 450 000 ingénieurs sortis des écoles. Alors après, on va parler des niveaux, mais tout de même, les Russes ont des bons ingénieurs, et ça, c'est révélateur de l'état de santé d'un pays, hein. Tout de suite derrière, ce sont les États-Unis. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis importent aussi beaucoup d'ingénieurs, hein. Donc, ils ne les produisent pas que, ils les importent. Mais n'empêche qu'ils sont, à 220-230 000. Et juste après, vous avez l'Iran.
Et oui, l'Iran, et c'est pour ça qu'ils développent beaucoup d'armes, les Iraniens, hein, qui vendent d'ailleurs aux Russes, hein. Les Iraniens sont des ingénieurs, c'est un peuple ingénieur, hein. Les Iraniens sont très intelligents, c'est une grande culture. Ensuite, vous avez le Japon, ça on s'en doute, Japon, Corée, Indonésie. Indonésie, c'est un très grand pays, riche, qui achète beaucoup d'armes à la France, mais qui aussi développe des choses. Et vous voyez, ils sont devant la France en nombre d'ingénieurs sortis. Ensuite, vous avez l'Ukraine. L'Ukraine qui est aussi un pays d'ingénieurs. Il y a beaucoup de développeurs informatiques et de hackers d'ailleurs. Et ensuite, le Mexique. Étonnant, parce que le Mexique, on ne se doute pas qu'il est devant la France. Mais il est devant la France. Et ensuite, juste derrière nous, et quasiment pareil, c'est le Vietnam. Le Vietnam est un grand pays d'ingénieurs. Mais vous voyez que la place de la France est quasiment à la fin. C'est pas une critique, que je fais vis-à-vis du Vietnam, mais on est quasiment, heu, on fait autant d'ingénieurs que le Vietnam, qui est un pays beaucoup moins riche que la France. Ça, c'est très inquiétant. C'est pas normal. On devrait être numéro 3, numéro 4. Ça, c'est très inquiétant et c'est révélateur d'un problème. Il faut relancer la filière ingénieur en France, aller travailler dans le nucléaire, dans l'intelligence artificielle, dans l'armement, dans la géomatique. Vous voyez, il y a des secteurs il faut pousser ça. Ça, c'est très inquiétant. Reste que la France est là, mais c'est quasiment une niche ça, est le deuxième pays, du nombre de médaillés Fields. Alors les médaillés Fields, c'est quoi? C'est le prix Nobel de la mathématique. Donc les États-Unis, et on est juste derrière, presque au même niveau. Donc ça, il y a encore une excellence mathématique en France. C'est pour ça que beaucoup de jeunes s'expatrient, vont travailler à la bourse de Hong Kong ou de Singapour ou aux États-Unis ou à Londres, enfin plus un peu moins à Londres maintenant. D'ailleurs, une grande partie de la bourse est revenue en France suite au Frexit. C'est pour ça que la question européenne est complexe. Mais toujours est-il qu'on est numéro 2 et ça c'est quand même, bon, ça fait plaisir, mais il faut plus d'ingénieurs. C'est les ingénieurs qui développent un pays et pas les Médée Fields. Les Médée Fields, c'est très niche. Alors c'est bien qu'on pousse la mathématique dans nos écoles et qu'on soit des très bons, hein, qu'on a vraiment un très bon niveau de mathématiques, mais bon, c'est pas ça qui fait avancer un pays. Ce qui fait avancer un pays avant tout, c'est l'ingénieur. L'ingénieur, c'est un travailleur un petit peu laborieux quelque part, hein. Moi, je suis ingénieur. Bon, j'ai pas fait une école d'ingénieur, mais j'ai le niveau d'ingénieur. Mais si vous voulez, un ingénieur, c'est lui qui va chercher, qui va trouver, alors la recherche fondamentale est importante, comme la mathématique, il en faut. Et il faut la financer par l'État parce que c'est pas du tout rentable. Mais c'est l'ingénieur qui innove et c'est l'ingénieur qui apporte de la richesse dans un pays. C'est lui qui va créer des startups, c'est souvent, hein, alors je dis pas, il y a aussi des chercheurs qui font des startups. D'ailleurs en France, il y a des belles startups, notamment dans l'informatique quantique. J'aurais pu en parler de l'informatique quantique. Il y a des sociétés qui sont vraiment, incroyables dans l'informatique quantique. Et après je vais vous dire aussi qu'on a des très belles startups et notamment dans des domaines auxquels vous vous y attendrez pas. Et ça, je vais vous le montrer. Et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Donc je partage l'information avec vous. Donc la première entreprise que je vais vous présenter, qui est une entreprise française, une start-up, que j'ai découvert sur une chaîne YouTube qui s'appelle Underscore, que je vous conseille, hein, c'est une très très bonne chaîne. C'est la société Hyperspace. Alors la société Hyperspace, elle construit des fusées à la Tesla, hein. Donc c'est quand même assez incroyable. Moi je connaissais pas du tout. Et en fait, ils font des fusées à la Tesla, et c'est quelque chose qui est quand même remarquable. Voilà les fusées qui produisent, qui sont pas tout à fait opérationnelles, hein, mais qui vont permettre de faire des lancements à pas cher comme Tesla. Je dis Tesla, mais c'est SpaceX, Elon Musk, et donc leur fusée s'appelle Baguette One. C'est la première, donc la plus petite. Ensuite, vous avez Baguette One. Non, vous avez ouais, la Baguette One. Ensuite, vous avez Obi-Wan 1, Baguette One 1, qui est un peu plus grande. Et ensuite, vous avez la MK
1 et ensuite vous avez Obi-Wan 1, donc toujours, hein, un jeu de mots avec, baguette, MK2 qui elle est une très grande fusée, vous voyez, derrière moi et ça va permettre, si vous voulez, ils ont une technologie, qu'ils ont brevetée, ils sont, aidés par la DGA et cetera et ça c'est incroyable, personne n'en parle. C'est des jeunes talents français, qui vont concurrencer, la fusée, de Musk, de SpaceX, parce que Ariane est toujours là, elle fonctionne la fusée Ariane, mais bon, à des coûts exorbitants. Alors eux aussi vont essayer de travailler pour, récupérer le lanceur, mais ça c'est quand même une autre technologie qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait et là, je vais vous parler d'une autre entreprise, qui est, une entreprise suisse, là, du coup, qui eux alors ils s'appellent, c'est, très très drôle, ils s'appellent Gruyère, alors, que je retrouve leur nom. Ils s'appellent Gruyère Space Project. Donc c'est une entreprise suisse et eux, travaillent sur, des fusées qui peuvent réatterrir comme ce que fait, celle de, Elon Musk et c'est très complexe parce que ça met en jeu, des systèmes de mesures précises. Donc il y a des systèmes inertiels et cetera, du DGPS, des GPS différentiels, qui vont permettre de guider la fusée, la roquette à l'atterrissage à un endroit très précis sur Terre. Donc voilà, ça c'est aussi un savoir-faire. Donc ça c'est une jeune société suisse. Voilà, il y en a pas beaucoup dans le monde qui ont ce niveau de compétence. Donc ça reste des francophones, ça fait plaisir. Longue vie à Hyperspace et à Gruyère, Space, Programme. Je pense qu'ils vont réussir et qu'on aura une fusée, on va dire, entre guillemets, «européenne», qui pourra concurrencer SpaceX et je rappelle que SpaceX est un programme, qui n'est pas rentable pour, Elon Musk, mais il se l'autofinance avec ses, satellites, internet, hein, qui lance, bah, avec sa propre fusée. Donc du coup, ça permet de rentabiliser cela. Mais voilà, donc on a des potentiels, des savoir-faire. Là, une fois de plus, j'aurais pu intituler cette vidéo, la super France comme, je pense que c'est un mot qui a été inventé par, super France par, Idriss Aberkane, il me semble. Bonjour à lui s'il regarde la vidéo, qui est aussi pareil quelqu'un de très intéressant. Bon voilà, donc pour résumer, la France a dépassé la Russie en en tant que marchand d'armes. Bon alors ça se discute, le marchand d'armes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux au monde, mais ça veut dire qu'on est quand même un pays autonome, une troisième voie et c'est aussi dans tous les autres produits. Alors ce qui est malheureux, c'est que, la France n'est pas dans les rails pour, se développer plus. C'est, il y a des questions, là et purement économiques, il faut rendre la France plus attrayante pour les entrepreneurs. Il faut laisser les entrepreneurs développer la France, tout en gardant le côté social et cetera. C'est indiscutable parce que la France est un pays social, mais c'est un pays qui doit sortir des engrenages qui nous tirent vers le bas, qui sont, par exemple, les surcoûts, électriques, alors qu'on produit notre propre électricité, on est obligé de la racheter sur le marché européen à un coût exorbitant, ça n'a aucun sens. Il y a trop d'impôts en France. Il faut pas que ces entreprises partent. Vous avez vu que LVMH est en train de réfléchir à partir aux États-Unis, puisque, je veux dire, il y a trop d'impositions en France. C'est aussi simple que cela. L'ouvrier français, est un des meilleurs ouvriers au monde en termes de rentabilité, de savoir-faire et cetera. Même Michelin, commence à réfléchir. Bon, ça fait longtemps, mais, voilà. Il faut laisser l'industrie en France et pour laisser l'industrie en France, bah, il faut tout simplement moins la taxer, afin qu'elle puisse rester et produire, en France. L'armement, comme aux États-Unis, hein, il ne faut pas se leurrer, est quand même subventionné. Donc, c'est pas tout à fait fair play. C'est pas des industries qui sont, laissées, pour compte. Ça, c'est aussi un des problèmes de la France, c'est que la France va protéger ses grosses entreprises, quelques grandes entreprises stratégiques, mais elle va pas aider les petites PME, justement qui font le tissu industriel d'un pays comme l'Allemagne. L'Allemagne a toujours des PME, même si elle se casse la gueule. Et pour conclure, je reprends un peu ce que disait une des 2 vidéos dont j'ai parlé, tout à fait au début. Pourquoi la France a un rôle à jouer dans les décennies à venir? Bah, tout simplement parce que on a fait un retour sur notre nucléaire. L'Allemagne est en faillite totale.
Les Allemands, s'ils ne se remettent pas au nucléaire très rapidement, vont droit dans le mur. Là, des entreprises vont se délocaliser aux États-Unis, c'est clair. Et c'est ce que veulent les Américains. Trump n'est pas notre ami, il n'est pas notre ennemi, tout comme Poutine n'est pas notre ennemi ou Xi Jinping, mais c'est pas notre ami. Mettez-vous bien ça dans la tête. Trump défend les intérêts américains. Quand Trump oblige les Polonais à acheter des F-35, alors les Polonais, ils les obligent pas trop parce qu'ils sont un peu, sous la menace russe. Enfin bon, ils sont un peu de parano. Mais pourquoi ne pas acheter français? Pourquoi ne pas acheter européen? Si vous voulez être autonome, si vous voulez être souverain, achetez français. Nous, on va pas vous empêcher d'utiliser un Rafale dans votre guerre ou pour votre défense de votre pays. Si ça ne met pas en danger la France, bien évidemment. Mais bon, voilà. Donc en fait, super France, pourquoi? Ben parce que si la France relance le nucléaire, si si on remet un peu de bon sens dans l'économie et qu'on laisse les entrepreneurs entreprendre, tout en protégeant avec des frontières comme ce que fait Trump, oui Elon Musk aussi d'ailleurs, Trump en ce moment en remettant des taxes aux frontières sur des produits stratégiques et autres, pour se défendre, et ça c'est pour défendre sa classe prolétaire, hein, c'est rien d'autre. Donc il faut défendre notre classe prolétaire avec des taxes, avec en faisant très attention, mais pour cela il faut aussi réindustrialiser la France, et là il faut moins d'impôts. C'est pas compliqué, il faut moins d'impôts, il faut être productif, et si vous voulez, c'est l'entrepreneur qui vous parle, hein, il faut laisser les entrepreneurs entreprendre, il faut laisser les ingénieurs entreprendre, il faut plus d'ingénieurs aussi en sortie d'école, il faut valoriser cette filière-là. En France, on a trop valorisé les filières dites intellectuelles, hein, tout ce gauchisme a quand même perturbé une industrie qu'on avait. La France est un pays d'ingénieurs à la base, c'est clair, plus que les Allemands quasiment, hein, ou alors au même niveau. Donc voilà, il y a des choses à remettre en place, mais c'est pas perdu. Gardez espoir, car la France peut redevenir le maître de l'Europe. Alors le maître dans le bon sens, hein, c'est-à-dire le leader européen, avec ses collègues allemands et italiens. Le reste, on n'en a pas besoin. Honnêtement, ça ne sert à rien. Allez voir ma vidéo sur le couple franco-allemand. C'est ma conclusion, c'est qu'en fait, on devrait refaire ce que Charlemagne a fait, c'est-à-dire France, Allemagne, Italie du Nord. Et ça deviendrait la superpuissance du monde. On n'aurait rien à craindre des Américains, des Russes et des Chinois. Mais alors, absolument rien. L'industrie en Italie du Nord est fantastique. En France, elle est fantastique. En Allemagne, elle est fantastique. On peut s'entendre si on était moins idiots. Dans tous les cas, la France seule s'en sortira et deviendra leader. Il faut juste retrouver un homme providentiel, un Charlemagne, un Napoléon, un De Gaulle, qui puisse refaire de la France véritablement cette troisième voie, mais qu'elle est restée. Macron, Micron, Jupiter, est un très bon VRP. Regardez-le, il va en Inde, il vend des armes. Mais c'est un VRP, c'est pas un président. C'est un vendeur, un très bon vendeur, je pense. Voilà, qu'il se résigne, qui s'occupe du commerce, des ventes, de l'export. Moi, ça me va très bien. Mais ce n'est pas un président, il n'a pas la carrure d'un De Gaulle ou d'un Napoléon, c'est clair. Voilà mes amis, donc gardez espoir, la France a un énorme potentiel, le nucléaire a été relancé, il faut retrouver un état d'équilibre énergétique, lancer l'IA, lancer pourquoi pas le minage Bitcoin ou d'autres cryptos. Enfin, on a un énorme potentiel. Il suffit juste de le garder en tête et de ne pas perdre espoir et de réajuster 2-3 variables économiques afin de relancer l'économie française. À bon entendeur, salut.